Après ce bref prélude, nous allons passer maintenant au thème que nous avons choisi et qui constitue, à notre point de vue, un champ très utile dans l'apprentissage des mathématiques. C'est la géométrie euclidienne. Nous avons une introduction que je ne vais pas lire. Ceux qui veulent, elle prépare à la suite. Ceux qui s'y intéressent peuvent s'adresser au comité de rédaction pour avoir des détails. Nous allons passer directement aux notions qui constituent la géométrie euclidienne plane ou dans l'espace. Comme vous le savez, la géométrie et la physique reposent essentiellement sur quelques notions standards, telles que, à savoir le point, la droite, le plan, le repère, le vecteur, l'angle et la construction de l'édifice qui en résulte. Nous allons passer en revue ces notions, point par point, si j'ose dire, et en commençant par le point. Et là, je suis obligé de lire, parce que le point, à notre sens, c'est l'âme de tout l'édifice. Malheureusement, sa définition dans tous les ouvrages n'est pas satisfaisante. Et pour ma part, j'ai amené le dictionnaire de Robert, dans lequel je vais lire la définition. Ce qu'il présente ici, le point. Je vais prendre mes lunettes. Voici ce qu'il glisse dans le dictionnaire. Le point. Tâche, virgule, image petite et au contour imperceptible. Retenez cette phrase et je vais abandonner le dictionnaire. Donc c'est une petite tâche au contour imperceptible. Autrement dit, il n'a pas de masse, il n'a rien, et ce qui ne nous permet pas de définir le point. C'est pourquoi j'ai préparé un petit texte préparatoire que je vais lire. Ce concept est très difficile à cerner mathématiquement, mais du point de vue de l'intuition, on est convaincu que cette notion de point, bien qu'immatérielle et imperceptible selon les dictionnaires, à l'aide de nos sens naturels, existe bel et bien et constitue en fait le composant principal de ce que nous observons autour de nous. À titre d'exemple, tout le monde sait, qu'il soit mathématicien ou non, tout le monde semble s'accorder à ne pas remettre en cause, loin de là, des expressions omniprésentes de type le point culminant d'une montagne. Retenez bien le mot, ceci n'a rien à voir avec le dictionnaire. D'un arbre, le point de départ et le point d'arrivée d'une course. Le point essentiel d'un discours, d'une convention, le point de départ de la vie des espèces, le point extrême d'une aiguille, le point de position d'un mobile à un instant donné. Quant à nous, cette situation un peu vague concernant la notion de point ne nous dérange pas outre mesure, sachant que beaucoup d'autres notions, dont l'existence n'est pas remise en cause, sont nettement plus difficiles à définir matériellement, comme à titre d'exemple la notion de sentiment, la notion de morale, la notion d'amour, la notion d'âme. Donc, on n'est pas à nous déranger par le fait que le point ne soit pas défini de façon rigoureuse du point de vue mathématique. Conformément à ce qu'on vient de dire, nous allons adopter le point de vue des physiciens. Je vais y aller directement sans entrer dans les détails.
selon laquelle on peut imaginer un point comme étant le bout d'une aiguille. Bon, le bout d'une aiguille, c'est à vous d'imaginer la suite. On doit d'autre part, en notre sens, admettre qu'il est difficile de faire admettre aux autres, il faut de mieux que les points, bien qu'étant des concepts sans poids, peuvent s'associer pour constituer un autre concept qui, lui, aura bien un poids. Un peu à la manière des nombres qui constituent la droite réelle. Ils sont invisibles, sans poids. Mais la droite réelle, qui est constituée essentiellement de ces points, possède bien un poids. Elle est même bien visible à l'œil nu. La droite, on la voit. Bien que le point, lui, ne le soit pas. Donc, à vous d'imaginer une analyse personnelle. En ce qui nous concerne, nous allons tenter de proposer une approche qui s'approche pour l'essentiel sur une vision conforme à l'intuition, et loin des visions à caractère philosophique. Un point sera le principal constituant, l'âme, en quelque sorte, l'âme de tous les concepts que nous allons traiter, à savoir la notion de droite, de segment, de plan, de triangle, de cercle et des figures qui en découlent par diverses associations. Donc voilà, maintenant, voilà. Donc le point, définition du point, nous ne savons pas ce que c'est, mais nous savons qu'il existe. Et nous avons donné ce qui est notre point de vue sur la notion de point. Maintenant, la droite. Bien, la droite est constituée de points. Donc le point, c'est la constitution principale de la droite. Et peut être conçue intuitivement. Et c'est à la manière des physiciens, plus proche de notre intuition, comme étant la trajectoire des fils à plomb. Des fils à plomb qui, abandonné à lui-même, décrit dans le vide un morceau de droite. Donc, un fil à plomb. Fil à plomb. On le lâche dans le vide. Il va décrire une certaine trajectoire. Et bien, par définition, ça c'est un morceau de droite. Par définition. Tentez de trouver votre exemple, votre analyse ou votre définition. Le plan, toujours à la même, en suivant le point de vue des physiciens, nous disons qu'un plan est représenté par la surface d'une eau stagnante. Ça, c'est le point de vue des physiciens que nous adoptons. Une eau stagnante, la surface d'une eau stagnante, c'est par définition un plan. Donc un plan, un morceau, une eau stagnante, sa surface, c'est un morceau de plan, par définition. Dans notre tendre enfance, on nous a toujours dit ce qui suit. Ne vous cassez pas trop les pieds. Sachez que toute surface ressemblant à la surface du tableau noir que vous avez devant vous est un plan. Et ça ressemble bien à la surface d'une eau stagnante. Déjà, une remarque. Quand vous avez une eau stagnante et vous mettez un fil à plomb au-dessus de l'eau stagnante, si vous laissez votre fil à plomb tomber sur la surface d'une eau stagnante, on remarque que l'incidence entre le morceau de droite décrit par le et la zone est toujours la même. Que vous placez votre fil à plomb ici ou là, bien l'incidence, l'ouverture qui est entre la surface et le fil à plomb est toujours la même. Et c'est un phénomène naturel auquel on n'y peut rien. C'est cette incidence qu'on appelle par définition 90 degrés. On s'est mis d'accord sur le fait que ça, c'est le 90 degrés. Donc, je répète, une eau stagnante, un fil à plomb, vous lâchez le fil à plomb de ce point-là, et il tombe suivant, il va rencontrer la surface de l'eau stagnante suivant une certaine incidence. Si vous changez
le point de départ du fil à plomb, vous allez trouver la même incidence. On n'a pas le droit de parler d'angle, puisqu'on n'a pas défini l'angle. Une incidence. Eh bien, c'est cette incidence qu'on appelle 90 degrés. Ben, essayez de consulter via les moyens les moyens actuels de communication pour trouver votre analyse. Ce qui donne naissance, d'une certaine manière, au fameux pi sur 2. On verra que c'est ce 90 qui donne la définition au fameux pi sur 2. Nous disons bien fameux pi sur 2. Vous allez voir que c'est un être extraordinaire, ce pi sur 2. Après cette petite digression, nous passons maintenant au repère. Alors, le repérage dans le plan. Mais là, on est obligé de prendre un morceau de près et de revenir. Voilà une façon dont le plan. On a dit que le tableau est ça ressemble à la surface stagnante, donc on peut le considérer comme un morceau de plan. Nous voulons, imaginons par la pensée que le plan soit moitié de table. Ce qui n'est pas vrai, le plan il est illimité. Mais pour faciliter l'approche, nous allons considérer que le plan consiste en ceci uniquement, où on a la surface de tableau que vous voyez devant vous. On veut repérer les choses à un observateur placé quelque part, il vit dans le plan. Ben, il est quelque part. Nous allons le mettre quelque part. Voilà, il est là. Et il veut repérer ce qui est naturel, c'est qu'il prend comme comme droite la surface, la trajectoire du fil à plomb. Pardon, du fil à plomb. Pardon, on reprend. Donc, le plan. Voici ce qu'on trouve dans la littérature. Un point haut. Le point haut. Pour rappeler le choix de la lettre O est peut-être lié à la notion d'observateur. Et il choisit deux points. Il prend par exemple le compas et il choisit deux points. L'un sur cette droite et l'autre sur cette droite. C'est généralement un peu, c'est noté I et l'autre J. I et J. La tradition veut qu'on les note I et J. Et il utilise son compas pour que les points I et J soient équidistants de O. Ils se trouvent à la même distance de O. Distance à l'étude du compas. On n'a pas défini encore la notion de distance. Voilà, il fait ça, puis ça. Donc le J doit se trouver ici. Ces petits signes veut dire que la distance de O à I et de O à J sont les mêmes. Et il s'appelle ça, l'observateur appelle ça l'unité. Attention, l'unité ce n'est ni le centimètre, ni le kilomètre, ça dépend du contexte. Si vous travaillez avec s'il s'agit de fourmis, ben, l'unité ça doit être le micron. Si vous avez des éléphants, ça peut être le mètre. S'il s'agit d'étoiles, ben c'est le million de kilomètres. Donc l'unité dépend de cette distance OI que l'observateur appelle l'unité, dépend de lui et du contexte.
Bon. Cela étant fait, cet observateur voit un oiseau voler dans l'espace. Voilà. Nous, on ne va pas l'appeler oiseau, on l'appelle point M. Un point. Et il veut le repérer. Mais selon ce qu'on trouve dans la littérature, c'est deux approches, essentiellement. Voici la première. Mais il met son fil à plomb ici et il le lâche. Il va obtenir ici un point H, avec l'incidence qu'on a citée tout à l'heure. Et ici, il imagine qu'il fait la même chose. Comme s'il... Tout ça, il lâche. Et ça, K. Donc, on obtient deux points. H et K. Ici, comme il est sur la droite réelle, il peut théoriquement déterminer l'abscisse du point H. Et il sait déterminer l'abscisse du point K sur cet axe. Eh bien, s'il connaît les points H et K, il connaît imparfaitement, comme on le voit sur les lignes. Donc, il a repéré le point M à l'aide de ses projections respectives sur cet axe et sur cet axe. Et dans la pratique, on appelle ça l'axe horizontal, on l'appelle l'axe des X. Là, on n'a pas le droit de... C'est la littérature, c'est les références bibliographiques, et ça, l'axe des Y. C'est pourquoi ce point, il a une abscisse. L'abscisse veut dire la distance de O à H affectée du signe plus quand le H est de ce côté-là et du signe moins quand le H est de ce côté-là. Même chose pour les Y. Bien, on dit dans ce cas que l'observateur qui a choisi deux unités, OI et OJ, il a pu repérer le point M. C'est pourquoi le O et J, on l'appelle un repère. Donc, ici, on a introduit la notion de repère. On dit R comme repère, O, l'observateur, et OI, OJ, on les note comme ça. On justifiera tout à l'heure la notation. OJ. Repère. Pourquoi on l'appelle repère? Ça a permis à l'observateur de localiser le point M dans le plan, à l'aide de ses projections sur l'axe des abscisses et l'axe des ondes. Donc on a introduit le mot repère. Question? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour repérer le point M sans utiliser ces projections? Quand vous regardez un avion, vous n'allez pas mettre un fil à plomb au-dessus de l'avion, vous le lâchez sur une montagne. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? Bien, il y a un moyen très efficace, très utilisé dans le monde entier. C'est le repérage suivant. Mais ça demande la définition de la notion d'angle qu'on n'a pas encore. Ça, c'est juste pour dire qu'il y a un autre moyen de repérage des points du plan. Notre observateur peut envoyer un faisceau lumineux sur le point M, pour un faisceau lumineux, qui lui donne la distance. On a au moins de dixième seconde. Il a la distance OM. Et à l'aide d'un rapporteur,
eh bien, il peut mesurer l'angle qui est là. S'il appelle ça θ, et ON s'appelle par exemple R, on le note généralement R, eh bien, on a un autre repérage. Si vous connaissez le θ et la distance, vous-même vous avez repéré parfaitement le N. Donc voici un autre repérage. Donc un autre repérage. C'est le θ et le R, Rθ. Donc ici, c'est le point M a été repéré par X et Y dans le premier cas, dans le second par R et θ. Dans le premier cas, on dit qu'on a le X et Y s'appellent les coordonnées cartésiennes, le repérage cartésien, en hommage à Descartes. Et le second est très très utile. Ça s'appelle le repérage polaire. C'est le R et θ s'appellent les coordonnées polaires du point M. Et X, Y s'appellent les coordonnées cartésiennes du point M. Donc maintenant, on a défini la notion de repère et le repérage dans le plan.